À ce moment-là, on lit l'espoir sur tous les visages. Les talibans sont partis, on va enfin pouvoir respirer. La paix promise par la coalition internationale, la Pax Americana, est sur toutes les lèvres. La ville est une vraie fourmilière internationale. On y trouve bien sûr des Américains, mais aussi des Allemands, des Polonais, des Français, des Italiens, des Danois, des Roumains, des Portugais, des Suédois, des Tchèques, des Turcs, des Arméniens, des Norvégiens, et même des Suisses. On dit qu'ils sont là pour reconstruire un Afghanistan nouveau, prospère et démocratique. C'est ici que nous rencontrons Paolo, un jeune photographe de guerre avec qui Serge va collaborer. Le premier regard de Paolo est plein de méfiance. Il redoute la concurrence d'un deuxième photographe. Serge lui explique que je ne suis que le copilote, que ma mission est désormais terminée et que je vais rentrer en Suisse avec le prochain avion. C'est des photos de Paolo dont Serge a désormais besoin. Ensemble, ils produiront une série d'articles pour le quotidien français Le Figaro. Afghanistan, année zéro. Leur plan est ambitieux. Parcourir les 2800 km de l'ancienne route qu'avait suivie l'écrivaine suisse Ella Maillard en 1939. Un tour complet du pays pour vérifier les promesses de la Pax Americana. Leur aventure commence, la mienne se termine. Direction l'aéroport pour acheter mon billet retour. Mais quand j'arrive dans les locaux d'Ariana Airlines, le chief manager de la compagnie ne comprend pas ce que je veux. Alors je lui indique sa maquette d'avion dans la vitrine. C'est là qu'il me montre le vrai avion sur le tarmac. Et devant le slogan de l'aéroport, il me souffle à l'oreille « Have a nice trip in Afghanistan, sir ». Penaud, je retrouve Serge et Paolo à l'hôtel. Paolo n'est pas du tout content de me revoir. Mais Serge a la solution. Va au bazar et achète le premier caméscope que tu trouveras. Quand je reviens à l'hôtel avec ma caméra mini DV presque neuve, il me tourne une fausse carte de presse fraîchement imprimée. Désormais, tu seras l'envoyé spécial de la télévision suisse romande pour l'Afghanistan. En Suisse, il faut 10 ans pour devenir réalisateur. Chez Babac, l'épicier multitâche génial qui tient boutique en face de l'hôtel, s'était plié en 10 minutes. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 5. Cette semaine émission journalisme total, regard et communication. D'habitude c'est moi qui écoute, c'est moi qui cherche et qui traduit. Mais puisque tu es sur ma route, je vais chanter ce que je suis. Je suis le miroir de la vie, oui, j'observe, je note et puis j'écris. Je suis le miroir de la vie, oui, celui qu'on brise quand il ennuie. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation de la chanson Le journaliste de l'idole d'Erwan, Jean Pax Meffray. Nous allons parler ce soir donc de journalisme à l'occasion de la sortie dans les salles françaises il y a 2 semaines du documentaire River Boom réalisé par Claude Buchtold. Et ensuite nous parlerons d'un ouvrage qui vient de sortir il y a quelques semaines au Feu Sacré édition, John McTiernan Cinéma Total, dirigé par Steven Lambert. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment de la fine fleur de critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, nous avons Margot, assistée de Ulysse. Salut les jeunes. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, les agendas local pour commencer à Cinémaniacs ce soir, juste après cette émission, il y a eu le film de Mark Rydell, The Cowboys.
Et la semaine prochaine, le 15, ce sera A Girl Walks Home Alone at Night. Je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que le grand timonier en avait parlé jadis ici. Ouais, moi je sais que c'est un titre alors, j'ai pas vu le film, mais par contre c'est un titre qui m'intrigue beaucoup. C'est un titre intriguant, exactement. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agit par contre. Sinon, la semaine prochaine au Tambour à 18h... demain au Tambour, séance unique à 18h15. Margot l'a mis en coup de cœur, si je ne m'abuse, la semaine dernière. C'est Les Enfants du Paradis de Marcel Carné qui repasse. Séance unique parce que le film est long, le film est touffu, le film est dense, comme on dit. Le film est beau. Voilà, aussi, exactement. Sinon, nous vous rappelons que dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, le 20 octobre prochain à 20h, ce sera Men Océan de Jacques Rosier, sachant que les 3 autres longs métrages de Jacques Rosier, Adieu Philippines, Les Naufragés de l'île de la Tortue et Du côté d'Orouette, repassent aussi avant cette séance-là, toujours au cinéma Arvor. Et chaque film, normalement, sera précédé d'une présentation d'un amateur ou d'un spécialiste du cinéma de Jacques Rosier. À l'Arvor, sinon, de jeudi jusqu'à dimanche, c'est le festival Made in China organisé par Comptoir du Doc et l'Institut Confucius de Rennes, qui est donc un festival autour des cinémas documentaires chinois au présent. Et là, notamment, il y a un focus sur les films documentaires réalisés par des femmes. Sinon, dans les sorties nationales, demain, semi-biopic de la photo-reporter de guerre Lee Miller pendant la Seconde Guerre mondiale, biopic probablement édifiant et bouleversant avec Kate Winslet dans le rôle. C'est vendu comme Miller. ça en tout cas, oui. Les bandes annonces sont c'est attention, ça ressemble à n'importe quel biopic, ça a l'air. Ouais. Il y a beaucoup de films, je trouve, sur la question de la photographie, du journalisme, du journalisme de guerre. Je trouve que là, cette année, là, c'est un peu le, je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu le 3e ou 4e avec Riverboom quelque part est là dans cette veine là aussi. Enfin, c'est son image, c'est marrant de voir qu'il y a une espèce de thématique inconsciente comme ça qui traverse le cinéma mondial. Exactement. Sinon, demain sort le film The Apprentice sur les années de formation de Donald Trump Jr. auprès de Roy Cohn. Un Roy Cohn qui n'était pas n'importe qui, puisque c'était quand même on va dire le bras droit, mais bien à droite de le bras droit tendu. Oui, voilà, de McCarthy pendant la chasse aux sorcières aux États-Unis, puis qui donc après a mis le pied à l'étrier à Donald Trump. Il avait déjà été le sujet d'un téléfilm en 1992 ou 93 où Roy Cohn était interprété par James Woods, parce que quitte à jouer un fils de pute, autant prendre un énorme connard. Et pour le coup, c'est vrai que James Woods était parfait dans le rôle de Roy Cohn, biopic sur sa vie, notamment sur ses dernières années tragiques, puisqu'il est mort du sida. Mais ça, évidemment, à l'époque où il bossait avec McCarthy, il n'avait pas dit à ses petits copains que il avait des fréquentations un peu anti-américaine, voilà, exactement, c'est ça. On peut le dire. Donc voilà, The Apprentice. Il y a sinon demain Terrifier 3, film avec un clown qui fait peur, qui est le premier film classé interdit aux moins de 18 ans depuis Saw, non ? Depuis Saw 3 en 2006. C'est quoi, c'est le premier film de clown classé interdit aux moins de 18 ans Non, mais voilà, première classification aux moins de 18 ans. Ouais, Terrifier, c'est connu pour être une franchise. Oui, mais c'est genre du Goras. Provoco-gorette, mais bon. J'ai jamais vu. A priori, ça casse pas des pattes. Oui. C'est un peu genre en mode Serbian film, quoi, tu vois, c'est un peu les trucs un peu. Non, mais Saw 3 déjà. Ça soigne un peu la gratuité quand même. Saw 3 déjà interdit aux moins de 18, tu dis faut quand même. Oui. Ouais, bon. Faut quand même être un peu. J'ai peur qu'il n'y ait pas de beaucoup de pattes de canard à casser. Non, quand tu vois des trucs comme The Sadness, c'est juste moins de 16 normal, et c'est comme sacrément dégueulasse. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, on en a vu d'autres. Sinon, il y a un film d'animation qui s'appelle Le Robot Sauvage qui sort, qui a l'air très influencé Ghibli. Alors beaucoup de bons retours de la part de mes étudiants en section animation, qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça très bien. Oui, ça a l'air quand même pour le coup assez joli. Ça très joli. Le titre est sympa. Oui. Je sais qu'il y a un film aussi d'animation réalisé par Winchlus qui sort bientôt. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine. Non, c'est tiré d'une de ses BD. C'est la semaine d'après. La semaine d'après, d'accord. Sinon, il y a le premier film en tant que réalisatrice de la comédienne Céline Sallette qui s'appelle Nikki avec Charlotte Lebon. Il y a un documentaire sur Christopher Reeves qui s'appelle Super/Man, l'histoire de Christopher Reeves, l'histoire tragique de Christopher Reeves. Voilà. Sinon, il y a l'histoire de Suleiman de Boris Login qui sort demain, dont le comédien principal a vu pour la 4e fois refuser sa demande de naturalisation.
La France dans toute sa splendeur. Exactement. Bruno doit pas être d'accord, je pense. Ah bah non, je suis d'accord. Il y a des chances que Bruno soit pas d'accord. Sinon, au niveau des ressorties, il y a le film de Ousmane Samben, La Noire 2, qui ressort. J'espère qu'on aura ça à Rennes. Et sinon, pas encore à Rennes, je crois, mais on ne sait jamais. Il y a la réédition de la filmographie d'Alejandro Jodorowsky, tous ces films qui ressortent en version restaurée. Et ça, c'est vraiment une belle nouvelle pour le cinéma qui va pouvoir resplendir sur les écrans de France et de Navarre. Voilà. Tout est bon, hein. Toutes les occasions sont bonnes pour faire ton imitation d'Alejandro, quoi. Toutes les occasions sont bonnes pour parler des cinémas d'Alejandro et de tous les bienfaits qu'il fait au monde. Bah, si La Montagne Sacrée ressort, allez voir ce film. Moi, c'est un de mes préférés, La Montagne Sacrée. Y compris les films qui étaient un peu oubliés ou perdus. Ouais, Fandoelis. Et Tusk, il a entièrement remonté pour arriver il a genre coupé 45 minutes du film pour arriver à un film de 1h15. D'accord. Parce qu'il trouvait le reste à chier. Ok. C'était de la merde. On va passer à la section critique de cette émission. On va se diriger du côté de l'Afghanistan et tout de suite un petit extrait de River Boom. Entre ici et Herat, c'est une semaine de piste sans la moindre infirmerie. Pas question pour Najib d'y risquer une crise d'appendicite. Demain, il prendra l'avion pour Kaboul. Serge et Paolo décident de continuer le voyage malgré tout. Serge communiquera avec son farsi qu'il a appris en Iran, langue similaire au dari afghan. Ça suffira jusqu'à Herat, dit-il. Mais pour moi, pas question. Mon voyage se termine ici. C'est décidé, demain je prendrai l'avion avec Najib. Ok. Dans 3 heures, je serai à Kaboul. Les vols internationaux y sont certainement rétablis et je pourrai rentrer chez moi. Génial. Retrouver des gens normaux, des galeries d'art alternatives, des soirées électro de jeunes révoltés contre la société, ou juste le corps des Alpes sur la place du marché de Vevey où le dernier drame en date est la collision entre un cygne et un pigeon. C'est alors que le bagagiste de la compagnie ajoute un Inch'Allah un peu plus appuyé que la normale. Il m'explique que c'est le tout dernier appareil d'Ariana Airlines en état de vol. Un vieux Tupolev au bout de sa vie. Bien sûr, seul Dieu décide du destin des hommes et des machines. Mais entre vous et moi, techniquement parlant, c'est un miracle que cet avion vole encore. Quand on le voit dans le ciel, on chante pour l'encourager et on croise les doigts pour qu'il ne s'écrase pas. No very good picture, very bad picture, do you know? Ma mère était hôtesse de l'air. Les avions, ça m'a jamais fait peur. C'est toujours plus sûr que la voiture. J'en sais quelque chose. Et puis tout le monde sait que les Afghans sont les rois du système D. Ils pourraient faire voler un char d'assaut s'ils le voulaient. Et pourtant, quelque chose me retient de monter dans cet avion. Vieni vicino a me, voglio solo parlare, voglio solo capire quel che rimane, che resta di noi, questa storia d'amore che rimane nel tempo, vedo ogni ricordo, sento ogni Quand j'étais sur le point de les quitter, j'ai cru entendre la voix rieuse de ma mère. « Reste avec les deux débiles. Ne prends pas l'avion. » Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait du film River Boom réalisé par Claude Bachtold qui est sorti dans... J'espère que je prononce bien, bon, c'est un Suisse donc on ne sait jamais. Donc film qui est sorti dans les salles françaises il y a 2 semaines et qui est un film un peu particulier. C'est un documentaire en fait qui prend pour personnage principal un trio de pieds nickelés, donc qui est le metteur en scène Claude Bachtold, Serge Michel et Paolo Woods. En fait, qui se déroule
tout début 2022, quelques mois après l'invasion américaine et de la coalition internationale. 2002 du coup, pas 2022. Oui, 2002, pardon. Soyons précis dans les dates, messieurs. En Afghanistan, oui, parce qu'il s'est passé la même chose en 2021. Oui, alors du coup, on est confus. Donc, suite aux attentats du 11 septembre, donc les Quinri et tous leurs copains ont débarqué pour aller foutre sur la gueule aux Afghans et aux talibans. Et donc, quelques mois après, le grand reporter Serge Michel décide de partir en Afghanistan pour voir un petit peu comment ça se passe, mais notamment en prenant, on va dire, un chemin de traverse, puisque une grande partie des reporters et des officiels du monde entier étaient donc dans la capitale, à Kaboul. Et lui, en fait, son plan, c'était de faire un petit peu le tour du pays en démarrant par le nord-est et après pour faire le tour en revenant jusqu'à Kaboul. Il embarque dans ses bagages un photoreporter, Paolo Woods, qui est hollandais mais a grandi en Italie, mais pour faire la route de la Suisse jusqu'à l'Afghanistan, il décide qu'il a besoin d'un copilote et donc il demande à un mec qu'il connaît depuis quelques années, donc Claude Buchholz, qui est plutôt un jeune photographe, mais qui fait aussi graphiste, qui fait de la mise en page, mais qui n'y connaît pas grand-chose ni à la guerre, ni à la photographie professionnelle, on va dire. Et donc, il l'embarque avec lui. Normalement, arrivé sur place, il doit repartir en Suisse. Les avions et les aéroports en Afghanistan étant ceux qu'ils étaient à l'époque, donc c'est-à-dire pas super fiables, finalement, il se dit peut-être que c'est mieux de rester. Mais quand même, pour trouver un prétexte pour rester, on l'avait entendu dans le pré-générique, il s'achète une petite caméra numérique et donc il se fait faussement accréditer pour Le Figaro, qui est le journal pour lequel bosse Serge Michel, et donc ils vont partir tous les trois sur la route. Claude Buchholz donc filmant leur périple, Serge Michel faisant son travail de grand reporter et Paolo Woods prenant les photographies de qualité qui seront dans Le Figaro dans les semaines qui vont accompagner leur périple. Et donc là-dessus, on a quand même trois personnes. Certains ont déjà été sur le théâtre des opérations, notamment Serge Michel, et d'autres qui sont beaucoup moins expérimentés. Claude Buchholz, par exemple, qui est quelqu'un d'un naturel assez craintif, assez trouillard, même, hein. Réservé, voilà. Alors que les deux autres sont plutôt des têtes brûlées. Et donc ça va être ces trois gars qui sont embarqués sur des routes où justement en prenant ces chemins de traverse, la présence de la coalition internationale, il n'y aura plus de présence, justement, et ils vont juste déambuler au milieu des Afghans, au milieu des seigneurs de guerre qui se bagarrent pour le nord du pays, et potentiellement quelques talibans qui traînent encore dans le coin. Et donc, sur ce film qui est pratiquement un film d'archives, parce qu'en fait, toutes les bandes qui avaient tourné Claude Buchholz ont disparu. Il avait prêté à un copain pour les numériser, il les avait perdus, et les bandes ont été retrouvées il y a à peu près 2 ans. Et donc, il a décidé de retravailler ce matériau-là pour essayer de voir s'il pouvait potentiellement en tirer un film potentiel des 39 cassettes qu'il avait ramenées d'Afghanistan. Et donc effectivement, ça sera à la fois un documentaire sur l'Afghanistan, on va dire au sortir du régime des talibans, mais c'est aussi un film de copains, un parcours d'amitié, un parcours personnel qui est celui de Claude Buchholz, qui va mêler ça avec, on va dire, le propre deuil qu'il a à faire, qui est le deuil de ses parents. Et donc en fait, tout ça va se mêler dans un film à la tonalité très étrange, parce que c'est à la fois on va dire hyper chaleureux, en même temps évidemment terrible par les choses qui se passent et que l'on voit, qui est le sort de l'Afghanistan depuis déjà plusieurs années, avant même septembre 2001, puisque depuis 1979 et le Sbeul qui en a suivi, après ça va être les Russes qui vont arriver, ça va être les talibans, les anciens Moudjahidines, et bref, un pays... On peut revoir l'excellente série qui était passée sur Arte il y a quelques temps. Un pays meurtri par la guerre, voilà, en 4 épisodes. Qui documente de manière quasi exhaustive un petit peu et qui retrace l'histoire de ce pays, somme toute magnifique. Et donc ça que moi, en commençant le documentaire, je me doutais que j'allais voir un film assez poignant de par le pays et les malheurs potentiels que l'on allait voir. Mais en fait, on va dire que c'est ça qui est
en arrière-plan, mais qui n'est jamais occulté. Mais il y a autre chose qui vient se rajouter dessus, c'est effectivement ce caractère presque picaresque de ces 3 Suisses. Il y a 2 calvinistes et puis un luthérien, ce qui revient d'ailleurs assez régulièrement dans la voix off, sur laquelle on va revenir aussi, je pense, mais qui, je trouve, donne toute la saveur et toute la beauté du film. Thibaut. Alors, la semaine dernière, on avait beaucoup parlé de films, on disait c'est quoi ce film, et en coup de cœur, j'avais mis donc River Boom, et j'avais dit c'est quoi ce film, et en effet, c'est quoi ce film? C'est un objet filmique non identifié qui part absolument dans tous les sens, qui fait mais qui a une direction. Ah oui, qui fait un grand écart permanent en termes d'émotion entre des trajectoires personnelles qui sont douloureuses, parce que en effet le réalisateur convoque beaucoup son histoire intime, l'histoire de ses parents. Mais en même temps, il y a une bonhomie, voilà, c'est une espèce de buddy movie, un buddy documentaire, je ne sais pas si ça existait avant. Et à côté de ça, il y a l'histoire avec un grand H, donc l'histoire de l'Afghanistan. Pareil, situation géopolitique, économique et sociale absolument catastrophique. Et en même temps, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et en même temps, une plongée dans ce que c'est l'âme afghane. Et en fait, ce qui est une âme absolument magnifique. Donc, avait été déjà pas mal documenté, parce que l'Afghanistan, en fait, avant 1978, c'était quand même un truc où tous les hippies d'Europe, et ils partaient en combi Volkswagen. Oui, et puis on allait par là-bas et on terminait à Katmandou. C'est ça, exactement. Et donc, il y a eu pas mal de documentaires, soit on va dire post-1979. Même de littérature. Voilà, ou pré-1979, on va entendre tout à l'heure l'extrait d'une création sonore qui s'appelle C'était l'Afghanistan avant 1978, portrait d'un pays perdu, où en fait il y avait plusieurs témoignages. Il y avait Kessel, il y avait Pierre Schandorfer qui ont beaucoup écrit dessus, comme La Passe du Diable ou bien Les Cavaliers. Mais c'est, on va dire, l'aspect particulier de l'Afghanistan, de par sa situation géographique et entre l'Inde et le Moyen-Orient, les zones de passage classiques, des routes de la Aswad, Marco Polo, vers Samarcande, dans le pays au-dessus, dont j'ai oublié le nom, mais Thibault le saura parce que c'est son métier de savoir ça. Mais en tout cas, c'est un pays qui a toujours, on va dire... Turkménistan, Kazakhstan... Voilà. Qui, en tout cas, l'Afghanistan... L'ancienne CEI. Voilà. L'Afghanistan, quasiment depuis Alexandre le Grand et le passage de l'Hindu Kush, c'est quelque chose qui a vraiment fasciné, en tout cas, un certain imaginaire occidental. Parce que c'est un pays qui a l'air fascinant, et en fait le docu le montre. Mais pour revenir sur ce que je disais, donc voilà, en termes d'émotion et en termes de réflexion, on en est là, parce que voilà, le film conjugue à merveille la réflexion et puis les émotions, les petites émotions de ces pieds nickelés, on va dire ça comme ça. On peut appeler, bien sûr, on est au documentaire, donc on peut les appeler des personnages, ça reste du cinéma, entre ces personnages-là, et puis les émotions du pays. Donc voilà, tout ça se conjugue, et en même temps, il y a une foultitude de directions en termes de l'identité de ce film propre. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Comment peut-on classer ce film ? Je crois qu'on ne peut pas le classer. Il coche énormément de cases sur ce que peut être le cinéma documentaire. Alors, j'y reviendrai, je ne vais pas faire la liste parce qu'elle serait franchement plutôt longue, mais on est sur quoi ? On est en même temps sur un film ethnographique. Donc là, on revient vraiment aux origines documentaires. Gabriel Vert, quand il partait... filmer les Indiens, enfin d'abord le Mexique, puis après les Indiens au Canada, c'est 1896, donc c'est la base, c'est le début du cinéma. On est en même temps sur une espèce de film, un film de voyage, ça fait partie du documentaire. On est sur un film de voyage, on est sur un film de copains, voilà. On est en même temps sur un film familial. Un film historique. On est en même temps sur un film historique, on est en même temps sur une espèce de documentaire poétique, bref. On part vraiment dans tous les sens. Et en même temps, il y a un point de départ, donc la bagnole qui prend la route, mais il y a également un point d'arrivée. Et en fait, c'est ça que je ne vais pas spoiler. En fait, puis de toute façon, chaque spectateur et chaque spectatrice va trouver le point d'arrivée qui lui convient. Mais le film ne part pas n'importe où. Et ça, c'est ça le plus important. C'est qu'il y a un vrai engagement. Il y a un processus d'écriture, même si tu as l'impression que c'est filmé à l'arrache, parce qu'il a filmé à l'arrache, en effet. Au début, surtout, et un autre truc aussi que je voulais voir, c'est que le film est un making-of de ce que c'est faire un reportage de guerre. Ouais. Donc, et ça, c'est assez vertigineux. À ce niveau-là, mais en effet, donc à la fin, il y a
ce point, le point final. Alors le point final, c'est le retour et ce que vont devenir ces 3 personnes dans le futur, mais il y a une finalité individuelle, il y a une finalité bien entendu politique qu'on connaît tous, hein, parce que voilà, l'histoire contemporaine nous a montré que l'Afghanistan, ça reste quand même... Qu'ils n'ont pas le cul sorti des rangs. Voilà, exactement. Et tout ça fait que le film est en même temps touchant, révoltant, marrant. C'est vraiment drôle. Il permet une découverte, c'est une fenêtre sur le monde, il permet la découverte de l'autre, c'est vraiment ce que c'est ça le documentaire. C'est comme un film de fiction parce qu'il y a un genre de climax, et justement le passage de la rivière voilà, qui donne son titre au film. Voilà, il fait monter des tensions. Donc tu sens qu'il y a quand même une écriture, même si c'est filmé à l'arrache, je pense qu'il s'est bien pris la tête au montage pour arriver à quelque chose d'ultra cohérent, et je trouve que c'est un film relativement court, hein, ça fait 1h25. Oui, ça se suit. Puis il y a un tel rythme, il y a un montage des fois très cut. Il mélange après les archives, il mélange avec il mélange les photos, il mélange les archives personnelles. Il mélange ses propres photos avec les photos de Paolo. Il mélange des déambulations afghanes. Il mélange des entretiens. Il mélange des trucs un peu what the fuck. Donc leur rencontre avec les seigneurs de guerre. Donc c'est le film pourrait paraître simple, et en fait il est totalement vertigineux, et c'est un tour de force, un tour de vis, un tour de génie, c'est un tour de quelque chose en tout cas, qui fait que c'est non seulement une vraie découverte, mais peut-être que là on est quand même en octobre, on tient là un des peut-être 10 films de l'année, en tout cas moi pour ma part. Docteur. Ouais, alors moi c'est un film à fait effectivement qui est assez étonnant, parce que c'est une sorte de, comment dire, c'est une sorte de Herzog rigolard en fait. Oui, je pensais à Herzog. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment du documentaire. C'est Herzog qui fait des blagues. Voilà, c'est du documentaire ultra subjectif. En fait, c'est comme si Herzog avait conscience d'être nul. Ou si Herzog s'attaquait à un sujet sans rien connaître et sans faire croire qu'il connaît. Oui, parce que Herzog, voilà, il y a plein de moments où il connaît pas aussi bien les sujets que ce qu'il fait croire, mais chez Herzog, il y a quand même cette espèce de distance, justement très germanique finalement. Mais qui vient aussi avec son phrasé particulier, voilà. Parce que c'est lui souvent qui fait les voix off de ses films. Alors là, ce qui est intéressant justement, c'est que là justement la voix off a évidemment une très grande importance, d'autant plus que le réalisateur fait toutes les voix. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit des échanges qui n'ont pas été enregistrés en fait par les micros, il refait les échanges. Alors d'ailleurs, ça pose la question de savoir 20 ans après, comment est-ce qu'il se souvient, quelle part d'invention il y a et quelle part de réalité il y a dans justement le montage. Est-ce qu'il y a un fantasme qui revient moi je trouve que c'est un film où il y a pas mal de questions qui se posent, parce qu'en fait effectivement il y a un hiatus en fait qui est assez peu souvent montré finalement dans le documentaire entre l'attitude du personnage. Enfin, en fait, c'est lié à la distance en fait entre le tournage du film et son montage. Et dans cette distance-là, il y a effectivement une inexpérience qui saute aux yeux à la fois en termes de mise en scène, de filmage, de comportement, etc. Et en même temps, il y a un vrai professionnalisme dans le montage justement, avec notamment dans l'écriture. Voilà, dans l'écriture, dans le montage, avec notamment des scènes de voyage uniquement en photographie, où c'est le rythme de défilement des photos qui finalement crée le sentiment du mouvement. Donc là, il y a des trucs vachement intéressants qui se passent à ce moment-là, et avec une espèce aussi d'autodépréciation, c'est-à-dire que le réal passe son temps à nous expliquer à quel point il est nul. Alors en fait, il n'est pas si nul que ça, parce qu'en fait, quand on regarde les photos qu'il prend en couleur, certes, il a pas, certes, c'est pas un professionnel, mais par contre, il y a un œil, il y a un véritable œil. Et du coup, c'est très intéressant de voir justement, notamment les confrontations entre les photos en noir et blanc de Paolo Woods et ces photos qui parfois montrent sous un même angle, sous des angles différents, la même chose. L'utilisation de la couleur du noir et blanc, notamment parce que lui, il voulait la photo reportage de guerre, c'est beaucoup le noir et blanc pour le côté historique, le côté intemporel, puis un côté qui castagne. Et lui disait non, moi ce que je veux, c'est montrer vraiment la beauté du pays, donc je veux montrer la couleur, je veux sublimer en effet le pays. Les couleurs des vêtements, des paysages, et le soleil. ça va du coup. Avant qu'il réalise ce film, c'est juste pour l'anecdote parce que c'est disponible légalement sur YouTube. Oui. L'assemblage de ces photos va donner, il va les assembler, il va les monter et il va en faire un film de 8 minutes. Enfin, ils disent 8 minutes, mais moi, la version que j'ai trouvée sur YouTube, que je t'ai envoyée, là, ça dure 4 minutes et des patates, là. Ça s'appelle Sublime Afghanistan, et il a cuté, en fait, toutes ces photos. Il a fait un montage cut de toutes ces photos. Comme une espèce de bouquin, une espèce de bouquin film numérique, voilà. Encore un truc non identifié qui correspond vraiment à l'appétence
artistique qu'a Claude Berchod, parce que tu sens il a quand même un œil, il est quand même graphiste. Tu sens qu'il y a de la ressource, quoi, en termes d'imagination, quoi, d'imaginaire. Voilà. Il sait assembler des choses, il sait assembler des couleurs, il sait assembler des formes, il sait assembler des lignes. Donc forcément, inconsciemment, en faisant une photo, il y arrive. On n'est pas loin non plus, tu vois, de l'installation presque, en fait, de l'installation au sens art contemporain. C'est-à-dire que c'est finalement du matériau qu'il aurait très bien pu réagencer pour en faire une installation muséale. Oui. Avec des parties vidéo, des parties photos, des parties noir et blanc, des parties couleurs. Enfin, il y a vraiment, donc je trouve ça intéressant que ça sorte, qu'il ait choisi plutôt le cinéma. Parce qu'en fait, il est à mon avis à mi-chemin en fait entre les deux postures en fait. Et il y a aussi un autre aspect, moi je trouve dans ce film-là, c'est que c'est un film qui montre très bien. C'est-à-dire que il y a le côté, toute une partie pédago où on apprend comment est-ce que l'Afghanistan en est arrivé là. Ce qui n'est pas un mauvais rappel, parce que c'est quand même assez complexe. C'est marrant, c'est intéressant parce que ça rejoint des scènes similaires mais très différentes visuellement dans un film d'animation qui s'appelle Parvana, une jeunesse en Afghanistan, où il y a toute une partie qui est un film un peu à la Persepolis en fait, un peu en termes de graphique, un peu très orientaliste en fait dans le graphisme, et où il y a toute une partie comme ça où il raconte justement à la fois la richesse et comment dire ce qu'on oublie toujours en fait, c'est-à-dire que pour nous Européens, ce sont des pays pauvres, miséreux, voilà, avec des gens sur des ânes et tout ça, ce qui est aussi vrai, hein, mais on trouve ça aussi dans le film, mais on oublie que ce sont, comme d'ailleurs en Iran, c'est des cultures qui sont des cultures hyper riches, quoi, et hyper anciennes, qui sont très mal connues en Europe, qui sont très très mal connues, la culture persane, la culture perse plutôt, et les cultures afghanes sont très très peu enseignées. La Perse, la Mésopotamie. Voilà, mais toute cette région-là, c'est une région qui a été culturellement hyper riche pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et qui a toujours un patrimoine. Après, tu sens que par exemple, le grand reporter qui initie un petit peu le voyage, donc Serge Michel, avant, et il avait d'ailleurs reçu le prix Pulitzer là-dessus. Il est parti en Iran. Oui, il connaît la boutique. Il connaît la boutique, voilà. Il connaît ces régions. Alors, c'est des régions qui sont très vastes, hein, parce que l'Afghanistan c'est immense, et l'Iran également c'est immense. Mais je pense qu'il a l'angle d'attaque pour bien s'imprégner des cultures et du pays et des lieux qu'il convoque et qu'il traverse, parce que quand tu regardes le film, alors malgré son calvinisme, c'est le bordel. Alors certes, c'est le bordel, mais c'est pas tant que ça le bordel en fait. Mais tu sens jamais, tu pourrais croire qu'il y a une notion de danger et compagnie. Et en fait, le climax qui se passe par exemple au niveau de la rivière, c'est parce que eux, ce sont des pieds nickelés. Mais c'est pas il n'y a pas de situation ultra bordélique, ultra dangereuse. Il y a des situations tendues. Oui, mais à chaque fois, tu as l'impression. Mais c'est traité avec une telle légèreté que tu as l'impression que ça va passer. Il y a une part de mise en scène, en fait, chez les Afghans. Et notamment les seigneurs de guerre. Il y a tout cet épisode où il rencontre un bandit. Et le bandit, il propose au chauffeur de tuer les trois cons et de leur balancer le truc dans la rivière. Le mec dit ah bah non. Puis ça se termine comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on il y a une espèce de dédramatisation. C'est-à-dire qu'on peut te menacer de mort, et dans la minute d'après t'offrir à bouffer. Et toute cette scène aussi où ils vont voir une espèce de bandit qui est très content qu'on vienne le filmer, et qui est très content qu'on s'intéresse à lui, parce que quelque part ça flatte aussi son ego. Il n'y a pas que Massoud avant, voilà. Et qui est pas l'air d'être tant que ça. Alors, c'est dédramatisé. Du coup, tu sens pas cette notion de danger. Je trouve que ça participe un petit peu également de ce côté un petit peu léger. Comme les mines, comme les trucs avec les mines, quoi, par exemple. Ou le seigneur de guerre, quand ils viennent le voir, puis ils demandent qui c'est qui raquette tout le monde, et le mec il se met à rigoler parce que c'est lui qui l'a fait. Il est pris comme un gamin, la main dans un pot de confiture. En fait, il n'y a pas individualisation du danger. Le danger, en fait, c'est sauf les talibans, qui sont véritablement le danger que tout le monde a l'air de craindre. Voilà. Mais c'est la situation à ce moment-là, globalement géopolitique. Mais il rappelle aussi que les talibans sont pas une création afghane, et que les talibans sont une création pakistanaise. Donc il y a aussi cette idée d'une espèce d'infiltration en fait à l'intérieur du pays. Et moi, ce que j'ai aussi apprécié, parce que moi, effectivement, j'avoue que je connais très peu l'Afghanistan. Hein, à part Rambo 3. À part Rambo 3. Mais voilà. Et c'est vrai que ce que moi j'ai trouvé assez appréciable, et qui rejoint justement l'idée du documentaire de voyage, hein, c'est que ce sur quoi insiste le film, sans même d'ailleurs que ce soit totalement conscient de la part du réal, parce que c'est pas forcément ce qu'il filme en fait, mais en fait ce qu'il arrive à capter, c'est, moi je trouve, une immense variété
une immense diversité, en fait, à la fois de diversité, parce qu'il y a plusieurs langues, plusieurs tribus, bon, c'est un pays quand même beaucoup. C'est pas un pays d'un bloc, en fait, quoi, l'Afghanistan, quoi. Et c'est à la fois une variété de populations très très grande et avec des populations dont on n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire à des gens hostiles. Il y a beaucoup de sourires quand même dans ce film. Il y a beaucoup de sourires et il y a beaucoup de curiosité de la part des Afghans vis-à-vis de ces 3 Suisses qui arrivent là. Et qui... Juste après le passage de la rivière Boum, justement, et qu'ils se réveillent en fait d'une nuit d'enfer. Ils sont plus ou moins sauvés. Les premiers regards qu'on voit, pour le coup, c'est vraiment magnifique et bouleversant. Ouais, ils ont des regards très, très, très sympathiques. Il y a des regards d'enfants, des regards d'adultes, des vieilles barbes. Il y a aussi des mecs qui demandent mais qu'est-ce que c'est que ces 3 couillons qui en fait, ce qui compte, c'est l'humain. En fait, et les paysages. C'est pas le concept. Ouais, mais c'est l'humain et le territoire. C'est-à-dire que la variété, cette diversité de l'humain, elle va de pair avec une diversité du territoire où tu passes d'une zone désertique à des espèces de collines herbues là, qui sont magnifiques. Et c'est là que tu te dis, il y aurait quand même des westerns de dingue à tourner en Afghanistan. Mais c'était un pays qui était un peu plus calme. C'est pas trop l'ambiance. Non, c'est pas l'ambiance du tout. Mais c'est bien dommage parce que c'est vraiment un pays de cinéma en fait. Tu te rends compte que c'est un pays qui est plein de promesses en termes de décor. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, il y a des trucs avec des fleurs, enfin, il y a des champs de coquelicots. Ouais. Enfin, tu te dis, là, il y a des films, enfin, il y a des tas de trucs à tourner, quoi. Il a pas tourné là-bas, Houston, pour l'homme qui voulut être roi. Je me demande si pour l'homme qui... Le café haïtien, normalement, c'est ça. Mais voilà, vraiment, ce qui compte, c'est l'individu, c'est l'échange, c'est ce qu'on disait, c'est les regards, c'est des paroles qui sont échangées, des repas qui sont échangés, des petits coups de dépanne, de débrouille d'ici de là qui sont échangés, mais c'est pas ce qui plane au-dessus d'eux, cette espèce d'ombre ultra menaçante qui plane. Finalement, elle est très vite évacuée. Et je trouve que ça fait du bien au final. Mais parce que c'est lié aussi à la période de tournage, c'est-à-dire que c'est lié à un moment où la population vient d'être libérée de ces talibans qui leur ont cassé les doigts pendant 10 ans. Et a priori, ça va aller mieux. Et du coup... ils sont pas naïfs non plus. Hein. Non, mais on sent quand même un entre-deux qui est plutôt positif, qui participe de l'ambiance du film, qui participe aussi de l'état d'esprit de ces 3 personnes, des 3 pieds nickelés. Je vous appelle les pieds nickelés parce que je trouve que ça leur va trop bien. Mais ça participe de ça. Et le film aurait pu être plombant. Vraiment. Et le film prend aussi en compte justement cette espèce de côté occidental... et moi, je trouvais ça intéressant. Mais c'est un film de voyage. Donc, je trouvais ça intéressant. Il prend le point de vue occidental. Voilà, et que ces mecs arrivent effectivement avec le réalisateur notamment avec plein de trucs de comportement où tu dis ça va pas passer, ça va pas passer, et en fait tu sens qu'il y a plutôt une certaine forme d'indulgence en fait de la part des Afghans vis-à-vis de ces 3 mecs qui quelque part ont rien à foutre là, hors sol, qui sont comme il arrive en gros 6 mois après le début de l'invasion, effectivement en gros en 1 mois c'était à peu près torché par l'armée américaine, et après il y avait une relative stabilité en dehors des différents warlords, mais effectivement, il y a d'où cette relative sérénité qu'ils peuvent croiser, même s'il y a quand même du danger, justement, avec les mines, avec... Ouais, mais c'est tellement dédramatisé. C'est pas l'enjeu du film, il n'est pas là. Mais par contre, ce qui est beau, c'est il a pas envie de faire. Mais par contre, ce qui est beau, c'est que il a pas envie de te mettre mal à l'aise. Il a pas envie de. Il a pas envie de cultiver. Il a pas envie de cultiver quelque chose d'anxiogène. Il le montre et il en parle dans le dossier de presse parce que c'est un truc qui est parce que toi tu le sais. Mais ça vaut aussi pour le deuil de ses parents d'ailleurs. Ouais. Toi tu le sais. En tant que spectateur, si tu t'intéresses à minima à l'actualité, tu sais que l'Afghanistan, au moment où c'était tourné, certes, il y avait potentiellement de l'espoir. C'est une espèce de petit volet, de petite période en fait. C'est entre deux trucs. C'est l'entre-deux là. C'est une espèce de fenêtre. Tu sais pas trop si elle va vite être ouverte ou s'il va être refermée. Bon, finalement, il y a eu un coup de vent et puis voilà. Mais toi, en tant que spectateur, tu le sais. Donc au final, il n'y a pas besoin de charger la mule en fait, parce qu'en fait la mule, elle est déjà là. Donc je trouve que le parti pris. Où les partis pris du coup sont plutôt intéressants parce que ça nous permet en même temps de respirer. C'est une déclaration d'amour à l'Afghanistan, clairement également. Et je trouve qu'en fait le pays en a besoin. Et pour finir aussi, mais c'est un truc dont il parle dans le dossier de presse. C'est vrai il y a eu pas mal de films justement sur le photoreportage cette année entre le Peretti et le Garland, mais où là je trouve qu'il y a une question qui est tout de suite dramatisée et montrée, qui est la question de la peur, parce que tous les photoreporters le disent de toute façon, ils ont l'air comme ça hyper détendus parce qu'ils ont bourlingué machin, mais en fait ils ont tout le temps peur. T'es obligé, parce que si tu n'as pas peur, tu vas te faire fumer. Même tu peux regarder tu peux être courageux, le travail. Tu peux aller. Le nom m'échappe, mais tout le travail qui avait été fait notamment au siège de Sarajevo pendant la guerre des Balkans.
avec Rémi Ourdan et puis Patrick Chauvel, tout ça. Donc, ils en parlaient justement. voilà. Mais Justement, quand t'es pas courageux, tu peux au moins te permettre d'être inconscient. voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand t'as pas le courage en toi ou quand t'es pas quand tu te vois pas toi comme courageux, t'as au moins cette inconscience qui peut être effectivement salvatrice et qui Être peut courageux, mais avoir conscience de la peur, c'est pour le coup, c'est pas incompatible non plus. non, c'est pas incompatible non plus. C'est pas incompatible. Mais il y a le côté héros, c'est-à-dire que là il y a pas d'héroïsme. Non. Les gars sont pas des héros, c'est juste des mecs qui se retrouvent à se balader, puis t'as le réalisateur qui dit mais t'es sûr que tu dois aller par là parce qu'il y a peut-être des mines. Non, t'inquiète. Ouais, t'inquiète pas. Et puis en fait le gars effectivement il tente sa chance en fait. Il tente sa chance. Et pareil avec Serge Michel quoi, qui quand il se retrouve face à des warlords, leur balance des trucs dans la tronche direct en leur disant bah ça vous fait pas chier d'être un connard corrompu, tu vois. Mais attends, mais il y a des mecs armés autour partout. Enfin, et effectivement tu ressens ça en tant que spectateur, tu ressens un peu d'angoisse. Tu t'identifies quand même pas mal au réel parce que tu te dis mais si j'étais avec ces deux mecs là, mais je penserais qu'à une chose, c'est mais où est-ce qu'ils m'entraînent, mais ces mecs là sont fous, ces mecs là. Oui, mais bien sûr que oui, je me chierais dessus, moi. Je me chierais dessus, je suis pas chez moi, je suis avec une langue que je comprends pas, avec des gens non plus. Voilà, et voilà, et les deux gars, les deux gars et l'interprète, ils ont l'air ils ont l'air, tu vois, voilà, ils ont l'air de vivre ça tranquillou, quoi, en fait, quoi. Alors que toi, t'es là, tu as l'impression que tu risques ta peau à chaque, mais c'est aussi une histoire de décrassage du regard aussi, c'est-à-dire de se rendre compte que malgré les avions incertains, malgré voilà de la méfiance parfois à certains moments de la part de la population, finalement tu te retrouves avec des gens à qui tu fais pas de mal et qui ont rien contre toi et qui sont justement même plutôt, il y a ça aussi, c'est le fait que Serge Michel il soit journaliste et qu'il prenne des notes, qu'il prenne des témoignages, il y a aussi ça, c'est-à-dire que on sent bien que les Afghans ont conscience qu'il y a quelqu'un pour venir enregistrer ce qu'ils ont vécu. Être témoin. Et des gens à qui on n'a jamais leur demandé leur avis, tout d'un coup on vient leur demander leur avis, il y a des Suisses qui viennent leur demander leur avis. Donc quelque part il y a une forme de politesse en retour de raconter son histoire et quitte à mentir complètement d'ailleurs, quitte à raconter du bidon. Moi je vois 3 Suisses qui déboulent chez moi, alors, je leur raconte rien. Non mais voilà, mais effectivement en fait il y a une espèce de côté lettre persane à l'envers en fait. C'est-à-dire parce que dans les lettres persanes de Montesquieu, il y a lettres Sanpère. Voilà, c'est ça un petit peu. Dans les lettres de personnes de Montesquieu, il y a cette espèce de regard bienveillant, c'est-à-dire que le Perse qui vient en Europe, il regarde le ridicule de l'Europe ou le ridicule de la papauté, de la royauté, mais il regarde ça sans méchanceté, en fait, il le dit sans méchanceté, et sans acrimonie, et sans faire de différenciation, ou sans se sentir supérieur ou inférieur par rapport au truc, il est juste dans l'étonnement permanent. Et tu retrouves un peu, moi je trouve, cette espèce d'étonnement comme ça, d'émerveillement. Ouais, voilà, c'est ça, une espèce de candeur, en fait, et qui finalement, bienheureux les imbéciles, ce qui rentrent dans le royaume de Dieu, quoi. C'est-à-dire que finalement ils sont tellement inoffensifs que tu vois pas trop, qu'au bout d'un moment tu te vois pas trop bien pourquoi est-ce qu'ils finiraient par se faire tuer, quoi, tu vois, parce qu'ils représentent zéro menace, quoi, en fait. Ça serait quand même bien dommage qu'ils meurent. Voilà, ils représentent zéro menace, en fait, quoi. Donc Riverboom de Claude Barthold, qui est sorti dans les salles françaises il y a 2 semaines et que nous vous recommandons évidemment chaudement. On va rester un poil en Afghanistan, mais après nous allons continuer notre route vers l'aventure. Tant qu'il y aura un seul Afghan, il y aura un Afghanistan. Occuper ce pays ô ennemi est impossible. Ce rêve malsain est une chimère. Afghanistan, maquis des lions, terre des valeureux, je te sacrifierai honneur, richesse et vie. Ô ennemi, ne frappe pas en vain cette porte, va-t'en, c'est la demeure des Afghans, la maison des ancêtres. Ça fait une éternité que les envahisseurs sont humiliés ici. Les Anglais s'en souviennent encore. C'est la maison des Afghans, le pays des hommes. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de la création sonore, c'était l'Afghanistan avant 1978, suivi d'un extrait du monstrueux et formidable score de Jerry Goldsmith pour le 13e guerrier de John McTiernan, sorti en 1999, car de John McTiernan il en est question dans le livre John McTiernan, Cinéma Total, édité chez Le Feu Sacré Édition, dirigé par Stéphane Lambert, qui en fait est un ouvrage collectif qui réunit plusieurs textes de
de théoriciens des arts plastiques, de la BD, mais aussi des critiques cinéma, notamment Yal Sada et Julien Abadi, mon petit chouchou, et qui donc retraverse l'œuvre du cinéaste américain, non pas dans une approche, on va dire, chronologique, film par film, mais dans des approches transversales au cours de la filmographie de McTiernan, en essayant de mettre en relief des figures formelles, des thématiques ou des gestes. Des gestes, voilà, qui se trouvent dans le cinéma de McTiernan, notamment la question du regard, qui est extrêmement importante chez McTiernan, la question du regard et de la communication. Du visible et de l'invisible. Voilà, ça qui est notamment une partie du texte de Julien Abadi, justement. Il y a aussi donc les textes de Nicolas Tellop, de Aurélien Lemans, Steven Lambert qui dirige l'ouvrage, Antoine Moquet et Lee Singwete en plus de Yal Sada. Donc voilà, film, on était assez intrigués parce qu'il y a eu quelques vagues livres sur McTiernan, notamment un de Claude Monnier qui est tout merdique à chier il y a quelques années. Plusieurs gros textes critiques sont parus quand même depuis une quinzaine d'années en France, notamment depuis que McTiernan a eu ses problèmes avec le FBI et le mouvement Free McTiernan. Oui, voilà. Ça avait remis, pas forcément du bon côté, mais la filmographie de McTiernan, en tout cas chez une certaine partie de la critique. Il y a même un jeune étudiant qui a 10 ans avait consacré une partie de son mémoire au cinéma de McTiernan. C'est absolument formidable. Bon, 15, c'est pas ouf, mais c'est bien, mais pas top. Et donc c'est vrai que ce film était assez intriguant parce que notamment, oui voilà, ce livre notamment était assez intriguant parce qu'il y a notamment moi des plumes que j'aime beaucoup. Déjà, comme petit bémol, je trouve que formellement le livre est pas très beau et que la mise en page est quand même globalement pas terrible, notamment entre des photos floues, des textes qui sont mal coupés et une mise en page de manière générale pas super agréable. Je trouve que ça dessert un peu le bouquin. Et après, ouvrage collectif, donc comme à chaque fois, ça peut varier selon les textes. Il y a, je trouve notamment toute la première partie de l'ouvrage est la plus intéressante. Là, on parle sur les choses effectivement plus, on va dire formelles, sur la mise en scène, sur justement les questions de communication à l'œuvre dans le cinéma de McTiernan, qui sont des choses qui ont déjà été pas mal couvertes dans le champ critique, on va dire, mais qui là reviennent, je trouve, avec des points de vue qui sont assez intéressants, d'autant que, à chaque fois, comme je disais, chaque article quasiment couvre tout le spectre de sa filmographie pour le cinéma. Donc en tout cas, et après, quand il y a des approches plus, on va dire, personnelles ou bien thématiques, je trouve que souvent ça a un peu tendance à tirer à la ligne. Thibaut. Oui, alors déjà l'entreprise est extrêmement louable dans le sens où en effet John McTiernan et toute sa filmo avaient été réévalués à l'aune de Free McT. Donc ça c'est intéressant et en effet je trouve que c'est bien d'avoir un bouquin qui, je trouve, aborde une filmographie de manière un petit peu pas inhabituelle, mais en effet, il se refuse à écrire des textes de manière chronologique, donc film par film, qui aurait été bien mais pas top, du moins un petit peu rébarbatif. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les points de vue et les approches qui sont développées font que le livre est... Il y a des éléments, comment dire, pas qui sont complexes à prendre en compte, mais on est sur un travail quasi universitaire. Hein. C'est assez propre au Feu Sacré qui édite en général plutôt des bouquins sur la littérature. Il y a parfois des essais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je crois que c'est leur premier de cinéma, mais je suis pas sûr. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu as ce bouquin-là et que tu le lis une fois, en fait, tu pourras y revenir pour affiner un petit peu ce que les auteurs veulent dire. Donc ça, c'est hyper intéressant et deux, hyper important parce que ça met de la complexité dans une filmographie et chez un cinéaste qu'on a souvent réduit, à tort bien entendu, à du gros badaboom parce que Predator, parce que Arnold Schwarzenegger ou Bruce Willis. C'est ça aussi. Alors c'est ça aussi, mais bien entendu, pas que. Que Mackie, c'est connu pour être un des grands metteurs en scène d'action des années. Mais au final, l'action, elle commande à quoi ? On a parlé du visible et de l'invisible, on a parlé des postures, on parle bien entendu du camouflage, et la figure la plus importante du camouflage, c'est Hans Gruber. Il parle beaucoup de Die Hard 1. Donc c'est hyper intéressant. Et moi, ce qui me plaît vraiment dans ce bouquin, c'est que on a
en le lisant entièrement, on a l'impression, et je suis pas loin de penser la même chose que l'équipe, c'est qu'on a l'impression que le film matriciel de la filmo de McTee, c'est le 13e guerrier. Parce qu'il revient tout le temps dans les textes. Aucun film n'est éludé. Alors moi, j'ai jamais vu Medicine Man. Donc alors il en est question bien entendu, mais ils reviennent. C'est un des seuls que j'ai pas vu. Medicine Man, c'est compliqué parce qu'il y a parmi les plus belles scènes qui est filmé McTiernan, voilà, mais sur un scénario qui est globalement pas terrible et un Sean Connery qui est vraiment qui fait ça, ouais, clairement quoi. Mais du coup, même Goldsmith, ils reprennent. Ça aurait été facile de se dire, ok, je fais McTiernan, donc ok, je vais parler de Die Hard 1, Die Hard 3 et Predator et basta. Et peut-être aller Last Action Hero parce qu'il a un statut culte et compagnie. Et tu dis, allez hop, et on bazarde le reste. Oui, mais le 13e guerrier, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un film que McTiernan ne veut plus en parler. Ouais, c'est son plus beau film. Ça reste une expérience très douloureuse pour lui. Ça reste un film qui, du coup, n'est pas totalement son film. C'est un film bancal. Mais c'est un film Michael Crashon, mais moi, pareil, c'est mon préféré. Le 13e guerrier, pour moi, c'est un film aussi fascinant que peut l'être le Miami Vice. Je parle, moi, en tant que spectateur. Pour Michael Mann. Que peut être le Miami Vice de McTiernan ou le Dracula de Coppola. qui sont des films que je trouve absolument fascinants. Sur le plan, on va dire, esthétique, en fait, moi, je sais que le 13e guerrier, notamment toute la partie dans les grottes et tout ça, je me suis dit, c'est là peut-être le point où McTiernan est le plus proche je suis désolé de ramener toujours ça à ça, de Choyak. C'est-à-dire qu'il y a des moments. Michael Mann en une minute. Il y a des moments en fait où, notamment dans le 13e guerrier, moi ça m'avait frappé, où je me suis dit putain, mais il y a cette furie, il y a une rage, cette espèce de furie, de furia qu'on retrouve que chez Choyak et puis chez quelques autres réalisateurs comme ça, chez Milius ou chez des gens comme ça, où il arrive à obtenir ce truc-là. Alors que c'est vrai que McTiernan, pour moi, c'est peut-être pour ça qu'il est moins respecté que Michael Mann ou d'autres. C'est que pour moi, c'est un cinéaste intellectuel, mais c'est pas un cinéaste cérébral. C'est-à-dire que c'est un cinéaste cinétique, comme George Miller. Qui est très élégant. Oui, mais comme George Miller quelque part. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, moi, à mon avis, sur le plan théorique, est très très bon sur ce que c'est que le découpage, ce que c'est que le montage. Comment est-ce qu'on donne du dynamisme. Moi, je sais que moi, qui suis un grand fan de Die Hard 3, qui est mon préféré. Parce que moi, c'est celui que j'ai vu. C'est celui que j'ai vu au cinéma, d'ailleurs 3, quand j'étais ado en 95, et moi je sais que je suis sorti de ce film-là en me disant c'est le meilleur film d'action que j'ai jamais vu de ma vie, et c'est probablement un des 5 films d'action films d'action préférés. Et pour moi il y a des scènes, il y a des plans qui sont d'une efficacité en termes juste sur le plan cinétique, quoi, c'est-à-dire au sens vraiment montage. Quand la meuf coupe le gars avec son couteau dans la banque, c'est hyper fluide. Oui, la scène dans l'ascenseur, la scène avec le geyser, la scène où avec moi cette cascade que j'ai toujours kiffé, où il fait un demi-tour en voiture et il tire sur un type qui est en train il fait exploser la bagnole d'un type qui est en train de lui courir, qui est en train de le poursuivre derrière. Bon, voilà. Et ce début qui est quand même un des meilleurs débuts de film du monde, c'est-à-dire la ville, la chaleur, l'été, une chanson de Joe Cooker. C'est pas Joe Cooker, c'est Summer in the City. Summer in the City, mais c'est pas la version de Cooker. C'est une autre, c'est un autre version originale. C'est, je sais plus comment il s'appelle celui qui chante ça au départ. Et voilà, et au bout de 30 secondes, ça explose, quoi. Voilà. Et sur le racisme, enfin, je veux dire, c'est un film quand il Loving Spoonful. Voilà. Et quand il réfléchit, c'est un film sur le racisme. Enfin, tu vois, sur la relation, sur le racisme conjoint des blancs et des noirs les uns vis-à-vis des autres, et sur justement ce melting pot qui fonctionne plus. Enfin, c'est un film qui est, moi, je trouve extrêmement bien fichu. Mais ils reviennent pas trop finalement sur Die Hard 3, alors qu'il est connu parce ça a été un carton. Vois, autant Die Hard 1 pour moi c'est vraiment une métaphore sur le capitalisme, autant Die Hard 3 c'est vraiment un film sur la société américaine. Ils convoquent le notion de capitalisme et la notion et Die Hard. D'autant Die Hard 3 en termes formels c'est ce qu'annonçait tout ce qu'il allait faire après dans le 13e guerrier, sauf que c'était dans un cadre urbain, faire un truc presque documentaire dans le cadre d'un film pété thune avec des attentats avec John McClane, mais avec une mise en scène qui est beaucoup plus brutale et moins élégante que Die Hard 1, qui de toute façon a une photo puis un projet de mise en scène qui était absolument différent. Voilà. Mais qui est plus un film concept en fait, Die Hard 1. Alors que Die Hard 3 c'est vraiment ça explose complètement, c'est-à-dire que tout ce littéralement c'est la ville la ville devient la tour. C'est hyper intéressant par rapport à dans le bouquin là, ils le disent d'ailleurs de Die Hard 3 là sur la notion de carte et la géographie. En fait, on disait toujours que voilà, McTiernan, il sait cartographier une séquence. Mais en fait, c'est plus qu'une séquence. En fait, il sait cartographier
un film. Rollerball, c'est mauvais comme cochon. Non, Eh ben non, et non, jusqu'à la dernière demi-heure. Et pour moi, Rollerball, c'est un film qui est très mauvais sur les deux tiers du métrage et qui devient génial d'arriver dans son dernier tiers. C'est-à-dire que c'est vraiment un film où tu as envie de dire aux gens, non, mais restez. Parce que vous allez voir, à un moment, ça devient vachement bien. Et effectivement, toute la scène nocturne, c'est un modèle. Il s'est fait chier dessus à l'époque. Et puis c'est un modèle de spatialisation de l'action. Ils reviennent sur Rollerball et pareil, ils le réhabilitent. Et moi, je suis très content de réhabiliter Rollerball, le 13e Guerrier, bien entendu. Et ça parle beaucoup de Thomas Crown, au fait, qui est un Thomas Crown qui est un super film aussi. qui est hyper bien. Ouais, c'est que vachement bien Thomas Crown. Mais oui, et en la fait, scène finale dans le musée. tout le monde l'a oublié, ce film, parce que tout le monde pense mais au c'est ce qui film m'a fait découvrir Jay Wilson. Cinnamon. Moi, c'est le film qui m'a fait C'est découvrir. vachement mieux que le film de Jay Wilson. Moi, c'est le film. J'aime bien les deux. Moi, c'est le film où effectivement, quand j'ai vu cette scène finale avec les références à Magritte et que j'ai entendu Nina Simone, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? J'ai jamais entendu cette chanson de ma vie. C'est quoi cette chanson géniale que j'entends et pour moi, chaque fois que j'entends la chanson, je pense à la scène finale de ce film-là. Et pas Miami Vice. Voilà. Et où Pierce Brosnan et René Russo sont magnifiques tous les deux, sont superbes tous les deux, quoi. Et un petit peu de basique aussi, mais j'aime bien. En fait, j'aime toute la film. C'est pas mal basique. Mais c'est pas mal basique. Donc en fait, ça réhabilite. Nomade, c'est peut-être le plus faible. Ça commence. C'est le premier, mais ça commence, voilà, le bouquin commence de toute façon par une description de la scène d'intro de Nomade, et après il divague, et c'est une belle divagation, et il faut y revenir. Pierre Brosnan qui parle français, Torgoul. Ouais. Il faut y revenir toujours sur le bouquin. Donc l'entreprise est extrêmement louable. Oui, parce que il y a quand même de très très beaux textes. Il y a super idées. Il y a, comme on dit, matière à penser. C'est ça. Mais il y a des trucs perso. Je suis passé, ou alors parce que j'étais fatigué, tout ça, je suis passé un peu à côté, et donc il faudrait que je revienne. C'est John McTiernan, Cinéma Total, sorti chez Le Feu Sacré Édition. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Florent. Alors moi, ça sera Grand Central de Rebecca Slotowski, film totalement anxiogène, une plongée populaire absolument magnifique. Dans ton terre en plus. Et oui, là où j'ai grandi, près de la centrale de Cruasmeis et Pierre Latte-Tricastin. Voilà. Représente une histoire d'amour absolument difficile, et le tout filmé notamment grâce à un traitement sonore hallucinant, comme un film de genre, vraiment une très très belle surprise. Merci, docteur. Alors, moi, ça sera, c'est moins une surprise, mais ça sera El Reino de Rodrigo Sorogoyen, donc que j'avais vu qu'une seule fois au cinéma, donc c'est mon deuxième visionnage. Et moi qui aime pas trop la musique, électro un peu boom boom, je trouve que c'est une des meilleures BO, une des BO qui montre boom boom. En fait, c'est-à-dire c'est vraiment un film fascinant. C'est qu'est-ce qui se passe quand le sol s'effondre. Qu'est-ce que c'est regarder un homme dans le sol, avec le sol qui s'effondre sous ses pieds. Regarde les hommes tomber. Et qui glisse, et lui qui avance pour essayer de pas tomber dans le précipice. C'est vraiment merveilleux. Et puis tiens, je vais en rajouter un deuxième. Un documentaire parce que j'ai travaillé là-dessus ces derniers temps. Documentaire Mubi qui s'appelle Made in England, the Films of Michael Powell and Emmerich Pressburger. C'est présenté par Scorsese, qui fait plein de relations avec son propre cinéma. Donc c'est un film sur Michael Powell et Pressburger, et c'est un film sur la relation entre Martin Scorsese et Michael Powell et l'influence que l'un a pu avoir sur l'autre. Donc quand c'est Marty qui vient causer Cinoche Powell, c'est toujours un peu intéressant, et il en parle, il fait des analyses parce que c'est lui qui fait la voix off, il fait des analyses sur les films de Powell qui sont formidables. C'est un super film, vraiment. Qui était, jusqu'à son décès, l'époux de Thelma Schoonmaker, la monteuse de Martin Scorsese. Exactement, donc super doc. Alors moi, ce sera 2 films, j'ai vu ce week-end sur grand écran. Le Napoléon vu par Abel Gans, j'avoue, c'est quand même pas mal, ça envoie du steak, comme on dit. La restauration est très très La restauration est monstrueuse, il y a des super conférences du restaurateur en chef Georges Mourier sur le site de la Cinémathèque. J'ai rarement vu un film français aussi nationaliste, mais alors putain, avec une mise en scène pareille, c'est absolument merveilleux. Et sinon, ce sera un film d'horreur de Lindsay C. Vickers de 1980, The Appointment, film une production de la BBC très étrange, avec une mise en scène anxiogène au possible, un sound design oppressant. C'est une économie de moyens absolument incroyable. J'ai entendu parler de ce film. Ça file tout seul, ça file les miquettes, et c'est vraiment un film absolument merveilleux. Il paraît que c'est bien ça. C'est très très bien. On va s'arrêter là. Merci messieurs, merci Ulysse, merci Margot Lamesson de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour encore parler d'Afghanistan, mon cher Thibaut, mais aussi de mythes et mythologie. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.